70 millions de francs CFA renforcent la coopération Mali-Espagne. Le Royaume d'Espagne vient d'offrir au ministère de la Culture 5 véhicules 4x4 et 6 motos pour faciliter les missions culturelles dans le pays. Vaste opération de démolition des constructions anarchiques à Libreville au Gabon. Sous haute surveillance policière, cette opération n'épargnera aucune habitation ne respectant pas les normes pour embellir la ville. Notre dossier du jour s'intéresse aux rétroviseurs des motos, ou plutôt à leur non-utilisation. À Bamako, par exemple, les jeunes préfèrent enlever les rétroviseurs de leur engin et circuler ainsi avec tous les risques. Pourquoi ce comportement? Sont-ils conscients du danger? Mahamadou Doumbia enquête. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue à cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. Le Conseil, c'est avec vous, Alassane Suleiman. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Au chapitre des mesures législatives, sous présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Jeddah le 30 juin 2011 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds saoudien de développement pour le financement partiel du projet de construction du seuil de Djenné dans le cadre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue, phase 1. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'autosuffisance alimentaire et de lutte contre la pauvreté, le gouvernement de la République du Mali a signé avec le Fonds saoudien de développement un accord de prêt d'un montant de 56 250 000 rials saoudiens, soit 7 104 millions de francs CFA environ. Le prêt est destiné au financement partiel du projet de construction du seuil de Djenné dans le cadre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani à Selengue, phase 1, qui vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté des populations de 3 zones au Mali, notamment le Moyen Bani, Manikoura et Djenné, à travers l'augmentation de la production agro-silvo-pastorale et la pisciculture. La ratification de l'accord permettra l'entrée en vigueur du prêt. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement Istina signé à Jeddah le 28 juillet 2011 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet sucrier de Markala. En vue d'assurer l'autosuffisance du Mali en sucre, de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, d'améliorer les conditions de vie des populations rurales de la zone du projet, le gouvernement a initié le projet sucrier de Markala. Pour la réalisation de ce projet, le gouvernement a signé avec la Banque islamique de développement BID un accord de financement Istina d'un montant de 23 894 000 dollars des États-Unis, soit 11 765 millions de francs CFA environ. Par cet accord, la BID s'engage à financer les travaux de construction par une entreprise des ouvrages prévus dans le cadre du volet agricole du projet et notamment d'un réseau d'irrigation à ciel ouvert. La ratification de l'accord constitue une formalité préalable à la mise en vigueur du financement. 3. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement de la ligne de crédit pour la Banque malienne de solidarité BMS signé à Washington le 23 septembre 2011 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, dans le but de permettre le financement de petits et micro-projets dans toutes les régions du Mali et dans tous les secteurs à l'exception du tourisme. Le gouvernement de la République du Mali a signé avec la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le 23 septembre 2011, un accord de financement d'une ligne de crédit pour le compte de la Banque malienne de solidarité BMS d'un montant de 4 millions de dollars des États-Unis, soit 1 969 millions de francs CFA environ. Cette ligne de crédit vise l'amélioration des conditions de vie des populations avec la réalisation de 3 objectifs majeurs: permettre aux populations les plus pauvres et à faible revenu de bénéficier des services des institutions de microfinance, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations exclues du système bancaire classique, en particulier les femmes, les jeunes chômeurs, les artisans, les petits agriculteurs, contribuer au développement humain durable. La ratification de l'accord constitue un préalable à la mise en vigueur du financement. Au chapitre des mesures réglementaires, sous le rapport du ministre de l'Éducation
de l'alphabétisation et des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique des centres d'animation pédagogique. Les centres d'animation pédagogique, appelés CAP, sont des services sub-régionaux de l'éducation créés dans le but d'améliorer la performance du personnel enseignant en mettant l'accent sur l'animation pédagogique, la formation continue, le suivi et la supervision des enseignants et des directeurs d'école. Près de 10 ans après leur création, des faiblesses ont été révélées dans le fonctionnement des CAP, liées notamment à la longueur des distances à parcourir dans la circonscription, au taux d'encadrement très élevé en raison des effectifs d'école et d'enseignants. En vue de faire face à ces difficultés, le Forum national sur l'éducation de 2008 a recommandé de réviser la taille des circonscriptions des CAP, créer de nouveaux centres d'animation pédagogique et relire le cadre organique des CAP. Le décret numéro 2011-322 du 3 juin 2011 portant création des CAP a pris en charge une partie de ces préoccupations en fixant de nouvelles limites territoriales au CAP créé. Le présent projet de décret fixe le nombre de conseillers pédagogiques à 9 par centre d'animation pédagogique. Voilà, André Sissoko, le condensé du communiqué du Conseil des ministres de ce jour. Merci Alassane, restez avec nous. Nous poursuivons cette édition avec cette activité de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. La FOJA vient de tenir son tout premier congrès placé sous le thème « Quelle Afrique pour le jeune avocat ?» Une occasion pour les jeunes avocats d'échanger sur des sujets tels que l'arbitrage, la garde à vue, l'exercice de la profession d'avocat par les jeunes ou encore le droit de l'OADA. Adama Tangara. Quelle Afrique pour le jeune avocat? C'est le thème du tout premier congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, FOJA. Ils sont donc venus nombreux d'Afrique et d'Europe, ces jeunes avocats, pour relever le défi de traiter des sujets d'actualité comme d'avenir, non seulement de leur profession, mais surtout des sujets au cœur du développement du continent. Il s'agit de l'arbitrage à la garde à vue, de l'exercice de la profession pour les jeunes en Afrique, au rôle du jeune avocat dans le processus démocratique et le droit au OADA. Au terme de ces 2 belles années de présidence, j'allais dire ces 2 années de belle présidence que vous avez conduites, entourées d'un bureau exécutif représentant l'ensemble des 4 coins de notre continent, vous conduirez notre institution à renouveler ou à reconduire ces cadres tels que nos statuts le prévoient. Le rôle encore important des avocats africains dans l'édification d'un droit au développement et leur lourde responsabilité dans la défense des droits de l'homme et des peuples. L'attachement des avocats au respect des libertés et droits humains consacrés par les déclarations, conventions, traités et autres instruments juridiques ont conduit les jeunes avocats africains à lancer l'appel de Bamako, dont l'objectif était, au regard des enjeux si haut décrits, de regrouper les jeunes avocats africains dans une structure organisée. Les jeunes avocats ont ainsi voulu faire de ce congrès une véritable université du savoir, du donner et du recevoir, afin que le jeune avocat puisse répondre demain présent au rendez-vous de l'histoire. Je peux vous assurer de l'accompagnement de nos barreaux respectifs. Je peux vous dire également que vous êtes d'abord avocat avant d'être jeune avocat. Alors, inscrivez vos actions dans le cadre de l'action générale de vos ordres respectifs et vous confirmerez la session selon laquelle l'avocat incarne l'ordre. Les réformes du système judiciaire en cours dans nos pays auront inexorablement un impact sur le rôle de l'avocat et son image dans la société. Quelle que soit l'évolution à venir, on ne peut souhaiter que l'avocat demeure un important pilier du fonctionnement de la justice, chargé de protéger les valeurs les plus fondamentales de la société, de défendre les justiciables sans distinction, en restant fidèle aux principes essentiels de sa profession qui en font l'une des plus belles à exercer. Au terme de ce premier congrès ordinaire de la FOJA qui va durer 4 jours, les résolutions et recommandations vont permettre aux jeunes avocats d'exercer leur mission afin que les citoyens soient confortés au quotidien dans leur appartenance à l'état de droit que le gouvernement s'attelle à construire.
Quatrième journée minière et pétrolière du Mali. L'ambassadeur d'Australie au Mali, Billy Williams, a animé cet après-midi au Centre international de conférence de Bamako une conférence. Les débats ont porté sur les opportunités que son pays va offrir pour accompagner les pays dans leur stratégie d'exploitation et de diversification de leur production minière. Abdraman Maïga. Les participants à cette conférence ont suivi avec intérêt un certain nombre de communications relatives au rôle des sociétés minières dans le développement socio-économique des collectivités locales. Parmi ces communications, il y avait développement durable et gouvernance de l'industrie extractive, les impacts socio-économiques de la société minière de Kalana et la contribution des sociétés minières dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. De l'analyse de ces différentes communications, il ressort que les sociétés minières au Mali ont entrepris plusieurs activités de développement des collectivités territoriales. Ces actions qui ne pourraient être entreprises sans l'intervention des partenaires techniques et financiers concernent tous les domaines de la vie. Voilà tout le sens de la présence de l'ambassadeur d'Australie au Mali aux assises de ces 4e journées minières et pétrolières. M. Billy Williams était venu expliquer aux participants les ambitions de son pays pour accompagner le Mali dans la promotion et la diversification de sa production minière. L'Australie, en tant que grand pays exportateur ou bien producteur de ressources minières, cherche à nouer des relations avec les pays africains et surtout partager leur expertise dans ce domaine et dans ce secteur. Pour atteindre les objectifs fixés, un certain nombre de stratégies ont été élaborées par le gouvernement australien, entre autres la création de l'Agence australienne de développement. À travers cette structure, l'Australie forme et assiste les autres pays dans leur secteur minier, un domaine dans lequel une douzaine de Maliens ont suivi une formation sur la gestion des ressources extractives. La meilleure exportation des ressources minerais et puis du pétrole, il faudra une bonne infrastructure et puis aussi il faudra des ressources humaines pour gérer les ressources. Alors, à son avis, l'Australie compte à aider le Mali pour la formation, pour l'encadrement de toutes ces ressources humaines. En plus, plus qu'il y a l'exploitation de ces ressources, tout le pays sera développé parce qu'il faudra l'infrastructure, il faudra le personnel pour mieux exploiter ces ressources. Pour ce faire, l'Australie, selon son ambassadeur, développera avec le Mali des relations de coopération basées sur la formation des ressources humaines dans les domaines prioritaires, dont le secteur minier. Un secteur dans lequel le Mali ambitionne la place du 2e producteur africain en 2011 avec une production moyenne de 47 tonnes d'or. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale vient d'achever une visite officielle de 48 heures à Washington sur invitation du département d'État. Avec ses homologues des pays du champ, ils ont eu de nombreux échanges avec les responsables américains sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. La partie américaine est prête à appuyer les efforts et les actions du Mali, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Niger dans la lutte contre le banditisme organisé. Soumeïlou Boubey Maïga fait le bilan de son séjour au micro de notre correspondant permanent à Washington, Salif Sanogo. Les discussions que nous avons eues ici s'inscrivent dans la suite de la conférence que nous avons tenue à Alger entre les 4 pays du champ, c'est-à-dire l'Algérie, Mali, Mauritanie, Niger et nos partenaires extra-régionaux. À la suite de cette réunion, donc, les Américains ont souhaité que nous essayions de voir de manière bilatérale comment est-ce qu'on pouvait approfondir notre partenariat. Et nous avons donc eu des discussions au niveau du département d'État et puis du département de la Défense et ainsi que du ministère de la Justice et de la Maison-Blanche à travers le Conseil national de sécurité. Donc, je vais évoquer cette fois-ci dans le détail, ou en tout cas de manière assez précise, ce que la contribution américaine nous demande en matière de formation, en matière de logistique et en matière de partage du renseignement. Et nous avons essayé de voir avec eux, y compris dans les supports juridiques que nous devons mettre en place, en particulier sur le partage du renseignement, et comment est-ce que nous allons concrétiser tout cela. Nous avons fait part, bien sûr, de nos besoins sur ces différentes rubriques. Et je pense que les choses vont aller normalement assez rapidement pour ce qui concerne la coopération avec les Américains, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de l'ensemble des pays du champ avec eux.
Et on peut dire quelque part que c'est ce jour quand même, vous en tirez un bilan positif. Ah oui, tout à fait. Je crois que tout le monde est satisfait que les pays concernés aient adopté finalement une approche unitaire de cette question. Et cela facilite, je crois, l'articulation de l'intervention de nos partenaires sur les outils que nous-mêmes, en début décembre, nous allons renouveler l'exercice avec l'Union européenne à Bruxelles. Et je pense que d'ici là, donc, nous pourrions en ce moment-là finaliser un peu notre dossier pour préparer l'Alger 2 pour le début de l'année prochaine. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a une vraie vision commune au niveau des pays du champ pour pouvoir faire front quand même aux différentes menaces qui existent. Oui, non, au niveau des pays du champ, je crois que nous sommes tous d'accord sur trois choses. La nécessité d'assurer la sécurité, la nécessité d'assurer aussi le développement et le fait de répondre aux urgences imposées par notamment la situation en Libye. Nous avons attiré l'attention de nos partenaires sur la situation alimentaire aussi qui s'annonce assez difficile, surtout en tout cas en Mauritanie, au Mali, au Niger, de manière à ce que nous aide à répondre aussi à cette urgence-là. Pèlerinage à la Mecque, le président de la République et son épouse sont sur les lieux saints pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Mais le Hajj d'un chef de l'État est différent de celui des autres pèlerins. Comment se déroule le Hajj d'un président de la République? Les explications de l'ambassadeur Ben Labat au micro de Seydou Baba Traoré. Venant pour le pèlerinage, il était en compagnie d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement venus d'autres horizons. Ils se sont trouvés donc hébergés par le pays hôte en des lieux qui sont sécurisés à la hauteur du rang ou des rangs des hôtes de marque qu'ils sont. Pour des problèmes d'ordre protocolaire et de sécurité, il a été quasiment impossible pour les services du protocole d'organiser cette visite de Monsieur le Président de la République sur les sites où se trouvent les pèlerins. Il m'a donc fait l'honneur et le privilège d'être son interprète et celui de son épouse, Madame Touré Lobo Traoré, auprès de nos compatriotes pèlerins pour leur expliquer qu'il aurait bien voulu être avec eux, parmi eux ici, partageant ces moments de prière et de méditation. C'est pourquoi aussi il m'a fait l'honneur et le privilège, tout en transmettant ce message, de le doubler d'un deuxième message que traditionnellement de vive voix, il présentait à nos compatriotes, et ici en l'occurrence ceux qui ont eu la chance d'effectuer le pèlerinage. C'est le message de vœux à l'occasion de la fête de Eid al-Adha que nous appelons chez nous Tabaski. Il a donc formé des vœux sincères de bonheur, de santé, de longévité à tous nos compatriotes. Nos compatriotes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous avez suivi leurs interventions. Dites au président de la République que le Mali, nous y pensons. Nous le portons dans nos cœurs. Nous avons toujours prié pour notre pays, pour son unité, pour sa solidarité, pour beaucoup de paix, pour son développement. Mais rassurer le président de la République que suite à son message, nous persévérons dans ces prières avec beaucoup de conviction afin qu'il continue de faire beau vivre au Mali. Sur son chemin du retour, nous avons au programme une rencontre avec la communauté malienne à travers son bureau national, au plan national, je disais, ce sera à Jeddah. Nous ferons la même chose à l'étape de Médine. Bon, là, nous n'avons pas de contraintes par rapport à cela parce que nous serons en temps normal, dans une cité normale. Ici à Bamako, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 10 novembre 2011 et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées à Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales, des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique.
La coopération Mali-Espagne vient d'être renforcée de 5 véhicules 4x4 et de 6 motocycles offerts par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au département de la culture. Les engins estimés à plus de 70 millions de francs CFA sont destinés à faciliter le déroulement des missions culturelles et autres activités culturelles dans le pays. La remise des clés a eu lieu cet après-midi au Palais de la Culture Amadou en Pateba. Le point avec Aboubakar Maïga. C'est avec 5 4x4 et 6 motocycles flambant neufs que le Royaume d'Espagne vient en appui au ministère de la Culture malienne. Les lots d'équipements évalués à plus de 70 millions de francs CFA visent à faciliter les déplacements des techniciens de la culture à l'intérieur du pays. Le Mali a tous les atouts, avec un des plus riches patrimoines culturels du continent, qui mérite un accompagnement. L'Espagne a souhaité s'impliquer dans l'accompagnement de la mise en valeur de ces trésors, en premier lieu pour faire mieux connaître le Mali auprès de l'Espagne et des Espagnols et pour mettre en réseau tant les institutions que aussi les privés d'un côté et de l'autre. L'autre rôle de ces véhicules, c'est d'accélérer l'élan de décentralisation des services de promotion du patrimoine culturel. Aujourd'hui, avec la multiplication des festivals et autres rencontres culturelles à travers le pays, ces engins pourront jouer un rôle capital dans la desserte des destinations événementielles. Aujourd'hui, équiper certaines missions culturelles en véhicules, c'est pour leur permettre également d'améliorer leurs conditions de travail, mais surtout, c'est d'aller encore sur le terrain parce qu'il n'y a que le terrain qui ne ment pas. Le Royaume d'Espagne est actuellement très actif dans le secteur culturel malien. Récemment, il a financé une vingtaine d'ateliers de formation dans le cadre du programme de renforcement des capacités et de promotion de l'action culturelle au Mali. Direction Libreville au Gabon, où une vaste opération de démolition des constructions anarchiques est en cours. Dans le souci d'embellir la ville, aucune habitation ne respectant pas les normes ne sera épargnée. L'opération, qui se déroule sous haute surveillance policière, est accueillie de façon partagée par la population. Un important dispositif policier a été mis en place pour sécuriser cette opération, baptisée « Libérer les trottoirs ». L'objectif est de détruire toutes les constructions illicites à Libreville. Dans certains quartiers de la capitale, il ne reste que des ruines. Des centaines de maisons et commerces empiétant sur le domaine public ont été écrasés par des bulldozers. Aucune construction sommaire ne sera épargnée le long des voies principales. Tout Libreville est concerné. Je dis bien tout Libreville est concerné. Tous les quartiers sont concernés. Le souhait du chef de l'État, c'est que l'opération se pérennise, qu'elle soit au jour le jour, c'est-à-dire quotidienne, toutes les semaines, hebdomadaires, mensuellement, annuellement. Elle va être inscrite dans le budget national, dans le budget de l'État. À Libreville, certains habitants saluent ce qu'ils considèrent comme une opération de salubrité publique, alors que les victimes de ces démolitions ne décolèrent pas contre le gouvernement. Nous sommes des Gabonais et des Gabonaises. Et demain, on va nous appeler, il faut voter. C'est comme ça qu'on va voter. Comme ça, là. Quelque part, l'État aussi est responsable. Parce qu'il fallait battre le fer quand il est chaud. On ne pouvait pas attendre que ces gens-là s'installent pendant plus d'une des décennies, des années. Et puis, bon, venir après casser. Le gouvernement gabonais a prévenu les récalcitrants. Il n'y aura aucun dédommagement pour ceux qui construisent en toute illégalité à Libreville. L'essentiel de l'actualité sur le continent nous emmène en République démocratique du Congo, où l'ONU s'inquiète des tensions qui entourent la présidentielle et où un volcan est entré en éruption. Mais tout de suite, au Libéria, l'on attend toujours les résultats du second tour de la présidentielle, même s'il n'y a pas de suspense. Le Libéria, toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. L'heure est au dépouillement, mais il y a peu de suspense sur l'issue du scrutin. Ellen Johnson-Sirleaf est en passe d'être réélue, faute d'adversaire, avec un taux de participation très faible. Peu d'électeurs se sont déplacés, visiblement sensibles à l'appel au boycott de l'opposition et la crainte des violences qui ont entaché l'entre-deux tours du scrutin. Les Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes sur le climat de violence qui plane au-dessus de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Plusieurs pays européens lancent quant à eux des appels à l'apaisement,
À 3 semaines de l'élection présidentielle, l'ONU estime que d'éventuels débordements pourraient être aggravés par les faibles moyens de la MONUSCO. Faute d'équipement, les casques bleus ne seraient plus en mesure de s'opposer efficacement aux groupes armés, en particulier dans la région du Kivu. Un match de football pour les enfants libyens. Dubaï réunissait hier d'anciennes stars du football venues du monde entier pour cette rencontre caritative. Beaucoup de buts marqués sous le regard de quelques 5000 supporters et du président du CNT, Mustapha Abdul Jalil. Le volcan Nyamulagira en éruption. Un épais nuage s'est formé au-dessus du cratère dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo. Les coulées de lave ont parcouru près de 20 km sans dégâts sur les habitations. Les autorités mettent toutefois la population en garde contre les probables retombées de cendres volcaniques dans les cours d'eau et sur les récoltes. En Italie, fin de partie pour Silvio Berlusconi. Le Cavaliere va en effet démissionner d'ici la fin du mois, balayé par la crise financière. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré ce mercredi, affirmant qu'il ne se présenterait pas aux élections législatives anticipées qui pourraient se tenir. Silvio Berlusconi rend les armes. Mardi soir, le Premier ministre italien a annoncé sa démission en pleine crise de la dette. Mais pas question de partir tout de suite, comme il l'a expliqué dans une interview téléphonique. Après l'adoption de la loi de finances qui contient des amendements conformes à ce que l'Europe attendait de nous et à ce que l'Eurogroupe réclamait, je démissionnerai pour permettre au chef de l'État de commencer ses consultations. Le départ du Cavaliere devrait intervenir rapidement car le Parlement doit voter les nouvelles mesures d'austérité d'ici fin novembre. Mardi, l'alliance de centre-droit dirigée par Silvio Berlusconi a perdu la majorité absolue à la Chambre des députés. L'annonce de sa démission est donc une suite logique, mais cela n'a pas suffi à rassurer les investisseurs. Après une ouverture en légère hausse mercredi, la bourse de Milan et les autres places européennes ont de nouveau basculé dans le rouge. La presse italienne est aussi critique face à ce que certains journaux qualifient de démission au ralenti. La population, elle, s'inquiète d'une nouvelle période d'instabilité politique. Je persiste à croire qu'il ne va pas démissionner. Je pense qu'il va trouver un moyen de rester au pouvoir. J'espère aussi que l'opposition ne votera pas pour le plan d'austérité. On se retrouve encore une fois dans une période électorale très confuse. Et je ne sais pas où cela va nous mener. Au départ de Berlusconi, le président italien aura deux solutions. Négocier la formation d'un gouvernement de coalition ou annoncer des élections anticipées. Le Cavaliere promet qu'il ne se représentera pas. Ici, chez nous, la situation précaire des Maliens revenus de la Libye préoccupe les femmes nomades de la 6e région. C'est dans ce cadre que le groupement des femmes nomades de la région de Tombouctou, FELA, a commencé une série d'activités pour contribuer au plein épanouissement de ses compatriotes qui viennent de rentrer au pays. C'est une soirée à but lucratif qui a donné le ton à ces activités hier soir à l'espace Thomas Agali Aguissa. Joindre l'utile à l'agréable, c'est bien l'objectif visé par le groupement des femmes nomades de la région de Tombouctou, FELA, en organisant cette soirée culturelle. Une activité dont les recettes sont destinées à nos compatriotes revenus de la Libye après les douloureux événements survenus dans cette partie du Maghreb. Cette action caritative donne le ton à une série d'activités initiées par le groupement FELA, un mot tamashek qui veut dire espoir. Le groupement entend donc venir en aide à certains de nos compatriotes. Et pour cette cause noble, l'espace Thomas a vibré au rythme du tendé et autres instruments de musique. C'est le groupe Tajas Damono qui a su planter le décor à travers une combinaison de sonorités pour transporter le spectacle sur les dunes de sable et dans les Ténéries, c'est-à-dire le désert de la ville de 333 Saints. Durant cette campagne pittoresque, deux autres groupes, à savoir Imran et Dadalat, ont émerveillé le public à travers un rythme combinant tradition et modernisme, incitant ainsi la marraine de l'événement, Balkissa Al-Insar, à donner les premiers pas de cette soirée. Créée
en mai 2011. Le groupement des femmes nomades de la région de Tombouctou, FELA, compte 50 membres et œuvre pour le développement et le bien-être des Maliens de retour de la Libye. Dossier du jour, à Bamako, les engins à 2 roues sont devenus des moyens de déplacement à risque du fait des mauvais comportements. Les motos sont vendues tous les jours comme de petits pains, essentiellement à des jeunes sans connaissance particulière de l'engin. Ils préfèrent enlever les rétroviseurs et circuler avec tous les risques que cela peut comporter. Excités par la fougue du jeune branché, ils roulent tous les jours face aux dangers de la route et leurs parents ne sont souvent même pas au courant de leur pratique. Car, tout comme le casque, les rétroviseurs ont leur importance. Notre reporter Mahamadou Doumbia est allé en ville pour connaître la mentalité de ces jeunes et les causes de ce comportement préjudiciable à la sécurité routière. Nous le suivons. Sur 100 motos qui circulent à travers le district de Bamako, 90 n'ont pas de rétroviseur pour diverses raisons. Soit les propriétaires qui sont essentiellement jeunes n'aiment pas du tout ces objets précieux, soit ils ne veulent pas les mettre pour, semble-t-il, ne pas paraître ridicules aux yeux de leurs amis ou camarades, soit ils ont été arrachés suite à de petits incidents, mais jamais remplacés. Vraiment, nous aimons la moto comme ça, quoi. Parce que vraiment, nous les jeunes, nous aimons des choses comme ça. Et pourtant, depuis les boutiques de vente de ces engins à 2 roues, les motos sont vendues avec des rétroviseurs, mais nous a-t-on confié, certains préfèrent revendre sur le champ ces rétroviseurs ou ne les prennent pas du tout. Nous vendons les motos avec leurs rétroviseurs, mais les enfants ne comprennent pas leur utilité, car en les mettant sur la moto, on diminue le taux d'accident. Après la vente des motos, mon souhait est que les rétroviseurs soient mis par les jeunes. En ce moment, il y a peu de risques. Nous sommes tous des pères de famille, chacun a ses pensées. Mais je trouve que utiliser convenablement les rétroviseurs ne saurait rendre quiconque dépassé dans la vie. Acheter une moto à 300 000 francs CFA et plus et ne pas mettre les rétroviseurs, cela me paraît ridicule. Les parents ont acheté les motos pour qu'ils puissent aller à temps à l'école. Et s'ils voudraient qu'ils soient à temps à l'école, c'est parce qu'ils voudraient qu'ils réussissent dans les études. Et pour réussir dans les études, il faut être là. Et pourtant, utiliser les rétroviseurs, c'est d'abord se surveiller et se protéger soi-même et penser aux autres, éviter d'être fauché par d'éventuels imprudents. Moi, je mets les rétroviseurs compte tenu de leur utilité. Souvent, avec des embouteillages, on n'a pas le temps de regarder à gauche ni à droite, avec des risques que cela peut engendrer. Oui, c'est nécessaire, mais seulement moi, je n'ai pas ça. Comme c'est... beaucoup de gens n'ont pas aimé ça, c'est pour cela que je n'ai pas aimé aussi. Sinon, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Ce n'est pas normal de les rabaisser ou de les enlever. Ceux qui utilisent leurs rétroviseurs ne sont pas des gens démodés. Au contraire, ils sont prudents. Sur les chemins de l'école ou en allant au travail ou au marché, nous devons rester prudents, très élégants avec les autres et les rétroviseurs peuvent nous y aider. En fait, c'est un constat qui est vraiment amer. Les jeunes, ils se prennent, ils s'entendent dans leur jeunesse, ils trouvent que les rétroviseurs les gênent ou bien il faut les fermer pour leur permettre de circuler. Vraiment, c'est un risque. Et que j'en appelle à la vigilance et de revoir leur position pour que remettre les rétroviseurs. Parce qu'on ne met pas les rétroviseurs pour zéro. C'est pour permettre de voir en arrière ou bien celui qui vient de passer à côté de vous. Donc c'est pour éviter les risques d'accident. Celui qui a fait la moto, il n'a pas mis les rétroviseurs au hasard. Ça permet de corriger quelque chose, donc il faut respecter. En dépit du manque de volonté à ne pas mettre les rétroviseurs, les jeunes connaissent pourtant leur utilité et en sont convaincus, mais signent et persistent sans considération du danger qui les guette ou qui l'encourt dans les virages ou lors des dépassements. Je n'ai pas de rétroviseur parce que j'avais fait un accident. C'est normal de porter les rétroviseurs sur la moto. Mais s'il plaît à Dieu, je vais en acheter. Si utiliser les rétroviseurs caractérise les gens de rétrograde ou pas branchés, alors ceux qui sont extrêmement branchés, qui ont de grosses voitures de plusieurs millions de francs, n'osent jamais enlever leurs rétroviseurs au risque de ne pas respecter le code de la route ou de créer des incidents malheureux, peut-être irréparables. Ça sécurise, ça vous permet de voir à droite, à gauche, derrière vous. C'est comme quand vous êtes dans un véhicule, parce que dans un véhicule, on ne peut pas se tourner complètement pour voir derrière soi s'il y a un véhicule qui arrive ou pas.
Parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de conduire, vous vous tournez à gauche, vous vous tournez à droite. Ce n'est pas ça, c'est ce qui même provoque des accidents. Ce n'est pas conseillé du tout. Il faudrait quand même qu'ils sachent que c'est nécessaire et c'est vital. Comme on l'a dit que le port du casque est vital. Pire, certains usagers d'engins à 2 roues pensent qu'utiliser les rétroviseurs peut les faire tomber parce qu'ils ne savent pas s'en servir ou les régler convenablement. Mais c'est toujours un danger, c'est évident ça. Rouler sans rétroviseur et autre chose, c'est des trucs qui ne sont pas admis. Il faut que l'État s'impose, c'est simple. Vivre débranché ou périr branché, le choix est évident car le vœu d'une jeunesse qui rêve d'un avenir meilleur, c'est de se rendre utile d'abord à soi-même, à ses parents et à son pays. Quand tu portes les casques, tu as les rétroviseurs, c'est que tu n'es pas branché. C'est que c'est quand on est en vie qu'on est branché. Si on n'est pas en vie, on ne pourra pas être branché. Donc, s'il se trouve que c'est ce qui fait brancher, je pense qu'il passe à côté. Hein. Parce que là, si tu fais un accident grave, tu ne seras pas branché du tout. Si jeunesse savait et si sagesse pouvait, il y aurait certainement moins d'accidents sur nos routes. Tout à fait, Mahamadou Doumbia. Il faut mettre tout en œuvre pour sa sécurité et celle des autres. Chers motocyclistes, portez vos casques et utilisez vos rétroviseurs. Le paysage médiatique malien s'est enrichi d'un nouveau journal. Il s'agit de Mali Hebdo, cet hebdomadaire de 16 pages paraissant chaque jeudi. On le retrouvera jusqu'à la fin avril 2012, en plus des sujets d'actualité, notamment la chronique « Comment gagner une élection », une chronique axée sur l'organisation des campagnes électorales depuis les années 20 aux États-Unis d'Amérique, en France et partout ailleurs en Afrique. Son directeur de publication est Zoubeira Maïga. Le journal se vend au prix de 300 francs CFA. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, l'édition spéciale sur les journées minières et pétrolières avec Aïssata Ibrahim Maïga et toute l'équipe. Dans la mi-journée demain, Sira Batili. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain soir. Merci et bonsoir.